Nous sommes de retour dans cette édition du Minimac de l'Allée de l'Acheteur. Merci beaucoup si vous êtes avec nous, si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est temps d'être en duplex avec Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes gérant spécialiste matières premières chez Ophi Asset Management et que vous êtes surtout une référence dans le domaine des matières premières et leurs enjeux géopolitiques et stratégiques. Benjamin, aujourd'hui avec vous, on va parler pétrole, gaz et leur impact sur le marché agricole, mais on va commencer par ce qu'a dit un dirigeant d'une pétrolière d'Arabie Saoudite qui dit que le sous-investissement qui est à l'œuvre depuis 2014 sur le secteur du pétrole et du gaz constitue une menace pour la sécurité énergétique mondiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ? Oui, je suis plutôt d'accord. En réalité, on a deux problèmes au niveau du sous-investissement qui se sont enchaînés et qui nous amènent à une situation assez compliquée aujourd'hui. Juste pour rappel, le secteur du pétrole est un secteur un peu particulier où le pétrole est une matière première qui s'extrait en utilisant la pression qui se trouve dans le réservoir sous terre. Et quand vous enlevez du pétrole de la poche qui se trouve sous terre, au fur et à mesure, la pression diminue et donc vous récupérez de moins en moins de pétrole. C'est un phénomène qu'on appelle la déplétion naturelle. Donc naturellement, si vous ne faites rien, tous les ans, au niveau mondial, la production pétrolière diminue d'à peu près 4 à 5 %. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on sait lutter contre ça de façon assez simple. Il faut investir de l'argent. Et on estimait, en 2015, l'OPEP estimait qu'il fallait investir à peu près 630 milliards de dollars par an, ne serait-ce que pour maintenir la production pétrolière constante. Il se trouve qu'avec les prix qui ont été relativement déprimés à partir de 2014 et dans les années qui ont suivi, ces investissements ont plutôt été aux alentours de 400 à 450 milliards de dollars par an. Et puis, avec le Covid, on a vu même ces investissements tomber aux alentours de 300 milliards par an. Donc, on ne remplace pas la perte de production naturelle de pétrole avec les investissements que l'on fait. Et puis, c'est ajouté à cela un deuxième sujet. À partir de 2017-2018, on a commencé à avoir de plus en plus de pression sur les compagnies pétrolières de façon à essayer de se défaire du pétrole, une volonté affichée en tout cas des gouvernements de se défaire du pétrole à la suite de la COP 21 en 2015, qui a envoyé un message clair aux pétroliers. On ne veut plus de pétrole d'ici une vingtaine d'années. Et dans ces conditions-là, pour un producteur pétrolier, aller investir dans ce secteur est relativement compliqué, ce qui a encore limiter les investissements. Alors, on se retrouve dans cette situation où aujourd'hui, on a une production qui est contrainte et de l'autre côté, côté demande, on aurait pu espérer qu'à la suite de la crise sanitaire du Covid qu'on a connue en 2020, on aurait revu un peu nos modes de consommation et qu'on aurait pu peut-être réduire un peu notre demande. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La demande cette année devrait atteindre un nouveau plus haut historique. Et donc, vous comprenez bien que si d'un côté, vous avez une offre qui est contrainte et de l'autre côté, une demande qui ne s'arrête pas de progresser, à un moment, vous arrivez à un problème de sécurité, comme l'évoque la compagnie du Moyen-Orient que vous citiez. On doit, pour pouvoir sortir de cette problématique-là, prévoir des solutions de remplacement. Et aujourd'hui, là aussi, on est en retard sur ces solutions de remplacement. Et c'est ça qui, je pense, inquiète beaucoup le milieu. D'accord. Alors, on vous a perdu. Pétrolier. Oui, pardon. Oui. Ah. Vous m'entendez, Benjamin ? Oui. Ok, oui. Vous nous disiez que justement les solutions de remplacement, on les a pas encore. Hier, quand on préparait cette interview, vous m'expliquiez que l'Allemagne avait installé c'est 168 gigawattheures de solaire ou d'éolien. C'était de solaire, oui, alors qu'en théorie, c'est quasiment 5 fois plus qu'il en faudrait. Alors, c'est pas l'Allemagne, c'est au niveau mondial. On a installé effectivement en 2021 168 gigawatts de puissance solaire à travers le monde, ce qui était un record. On n'avait jamais installé autant. Mais il faut bien voir que, à côté de ça, effectivement, l'Agence internationale à l'énergie, qui est un organisme qui a été monté par les pays de l'OCDE après les crises pétrolières des années 70 pour essayer de les aider dans leur politique énergétique, estimait l'année dernière dans un rapport sur les moyens d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050, que si nous voulions être sérieux sur l'atteinte de ces objectifs, il faudrait installer chaque année entre aujourd'hui et 2030 620 gigawatts de solaire, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus. Donc on est très en retard aussi sur les solutions de remplacement. Donc vous contraignez l'énergie actuellement utilisée
et vous n'avez pas encore les solutions de remplacement pour pouvoir utiliser d'autres sources d'énergie. Donc vous arrivez bien évidemment à un problème qui est un peu la dislocation du marché de l'énergie qu'on connaît actuellement. Et quel va être l'impact sur les cours du pétrole et du gaz, du coup, de cette situation-là ? Je crois qu'il faut s'habituer clairement à payer son énergie plus cher. On est rentré dans une zone, Emmanuel Macron a parlé de la fin de l'abondance. Je pense que l'expression est plutôt bien choisie. On est contraint sur notre production énergétique ancienne, celle dont il faut qu'on sorte, et en même temps, les solutions de remplacement ne sont pas encore prêtes, et elles posent en plus d'autres problèmes, parce que vous ne faites pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, il vous faut un transformateur, et que ce transformateur est fait de métaux, et que là aussi, on a des contraintes qu'il va falloir gérer. Donc, je pense que les prix du pétrole et les prix du gaz vont rester durablement élevés. Il faut, c'est pas forcément dramatique, ça contraint la production économique. Il faut juste en avoir conscience pour pouvoir mettre en place des mesures qui permettent de gérer ça correctement. Et notamment, on peut signifier un problème, c'est que on parlait tout à l'heure de la hausse des prix du pétrole. Pourquoi le prix d'une matière première monte ? Il monte parce que à un moment, vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande. On fait monter le prix de façon à ce que les producteurs aient plus d'incitation à produire. Ça, on a bien compris qu'aujourd'hui, ça ne marchait pas parce que dans un contexte où les critères ESG, la volonté de sortir du pétrole s'affichent, eh bien, c'est difficile pour les pétroliers d'aller investir. Et la deuxième option, la deuxième raison pour laquelle les prix montent, c'est de détruire de la demande. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que les gouvernements, dès que les prix montent, on a une grogne sociale, et pour gérer cette grogne sociale, ils mettent en place des mesures de subvention qui annulent ce signal prix. En gros, on vous paye pour que vous continuiez à pouvoir consommer de l'énergie. C'est un vrai sujet, mais aujourd'hui, entre guillemets, j'ai envie de vous dire que l'État n'a pas trop le choix parce que les solutions alternatives ne sont pas prêtes. Ça veut sans doute dire que s'il y a une décision importante à prendre par les gouvernements aujourd'hui, c'est d'accélérer sur la transition énergétique. Mais alors, accélérer la transition énergétique, ça aura un coût. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans un nouveau paradigme inflationniste. L'inflation est record un peu partout dans les principales économies mondiales. On prend le risque, du coup, de l'accélérer, d'appuyer encore sur l'accélérateur de l'inflation ? On n'a pas trop le choix, en réalité. On est dans une situation où il est maintenant certain que le réchauffement climatique, qui nous emmène à une catastrophe écologique et une catastrophe humaine, on parle d'énormément de déplacés, d'énormément de morts, de zones entières de la planète qui soient inhabitables, donc on n'a pas le choix, il faut sortir des énergies fossiles. Certes, cette sortie aura un coût, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que le coût de ne rien faire sera encore plus important. Ouais, sera bien plus important. Voilà, donc il faut engager cette réforme, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron il y a quelques années. Quoi qu'il en coûte, fin de l'abondance. On bascule, vous parlez souvent de l'AIE, on va retourner sur le dernier rapport mensuel de l'AIE, qui dit que pour contourner les sanctions, pour remplacer le gaz naturel cet hiver, l'Europe va devoir importer beaucoup de pétrole. Ceci étant, les sanctions privent l'Europe du troisième producteur et exportateur mondial, la production de la Russie donc. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que réellement on va pouvoir remplacer à très court terme le gaz naturel par le pétrole selon vous ? Alors, à très court terme, je dirais oui, si la période ne dure pas trop longtemps. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des pays de l'AIE, donc de l'agence qui adhèrent à l'Agence internationale de l'énergie, donc les pays de l'OCDE, ont une obligation de constituer des stocks. Donc, on a la possibilité de faire face sur des périodes relativement courtes avec les stocks dont nous disposons, qui sont à peu près 90 jours de consommation. On a également aujourd'hui un ralentissement de l'activité mondiale qui fait qu'il y a peut-être un petit peu moins de consommation de pétrole dans le monde, et donc on a la possibilité éventuellement de remplacer une partie du gaz par le pétrole. Alors, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire, mais on estime que ça devrait entraîner une hausse de consommation de l'ordre de 500 000 barils par jour, ce qui est important sans être absolument impossible. Donc, c'est possible, mais on ne remplacera pas tout le gaz par le pétrole, et donc la problématique du gaz va rester entière pour cet hiver. Et la problématique du gaz restera... Et puis si l'hiver est plus rigoureux que prévu, j'imagine que de 90 jours, on devrait passer à 60 jours d'utilisation. Du coup, on va se retrouver dans une situation un peu inextricable si jamais les conditions météorologiques sont drastiques. Alors, si les conditions météorologiques sont drastiques, on va de toute façon avoir un hiver compliqué. Les estimations font état, par exemple, pour l'Allemagne, du fait que le flux de gaz, le stock de gaz, qui a été reconstitué, on est pratiquement au maximum à l'entrée de l'hiver pour les stocks de gaz en Europe.
les stocks de gaz permettent à l'Allemagne de tenir à peu près 2 mois et demi dans un hiver normal. Le gros problème, c'est pas le stock, c'est que vous avez normalement en plus de ce stock un flux, c'est-à-dire du gaz qui arrive en permanence. Et on a aujourd'hui effectivement perdu notre principal fournisseur. Et donc, si l'hiver devait être rude, effectivement, on peut envisager une situation difficile. Après, il y a d'autres sujets qui vont rentrer en ligne de compte. En Europe et notamment en France, on a des problèmes aujourd'hui sur la production nucléaire. EDF se rassurant en expliquant que l'ensemble des réacteurs nucléaires auront repris d'ici la fin de l'hiver. Si on tient ce calendrier, peut-être que la période sera plus facile à passer, mais il y a effectivement un hiver qui va être relativement risqué et qui peut avoir des impacts économiques importants. Un impact économique important. Dans cette optique, eh bien, les États, et notamment l'Allemagne, se préparent à cette difficulté. L'Allemagne a donc nationalisé hier Uniper. Par ailleurs, l'Allemagne a communiqué, le gouvernement allemand a communiqué sur la construction de 7 terminaux GNL, dont quelques-uns qui devraient être opérationnels d'ici à la fin de l'année. Vous y croyez, vous, à ça, cette opérationnalité de ces terminaux GNL en Allemagne d'ici 3 mois ? Alors, c'est peut-être possible, non pas peut-être pour ceux qui sont construits, mais pour ceux qu'elle a commandés, puisqu'il y a des terminaux de regasification de GNL qui sont flottants et que l'on peut commander. L'Allemagne en a commandé. Pour les autres, je reprendrai ce que disait Patrick Pouyanné, qui est quand même un expert sur le sujet, le patron de Total. Au début de cette crise, il disait: donnez-moi 3 ans pour régler le problème du gaz russe, je peux vous trouver une solution, notamment en créant des terminaux GNL, mais ça prend quand même quelques années de construire ces terminaux. Si vous me demandez de trouver une solution demain matin, je ne peux pas vous donner de solution. Alors, on arrivera peut-être à avoir ces terminaux opérationnels de regasification de gaz. Le gros problème que l'on a, c'est que pour pouvoir avoir du gaz, il faut, et quand on l'a pas par pipeline, mais qu'on l'a par gaz liquéfié, donc par bateau, par méthanier, il vous faut des méthaniers, ça a priori, on devrait en avoir. Il vous faut des terminaux de regasification, mais il vous faut à l'autre bout, au départ, un terminal de liquéfaction. Et aujourd'hui, les capacités de liquéfaction de gaz sont relativement limitées, donc peut-être que l'Europe arrivera à avoir ce gaz cet hiver, mais ça veut dire que ce gaz, elle le prendra à un autre acheteur. Et ces autres acheteurs, ils sont essentiellement en Asie. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on arrivera à avoir du gaz ? Probablement oui, mais à quel prix ? À quel prix ? Quelle va être la facture de tout cela ? Et là, c'est relativement difficile à estimer, mais la facture pourrait être extrêmement salée. D'un autre côté, si on est très honnête, une économie qui s'arrête, la facture est absolument incommensurable et les effets sociaux peuvent être absolument terribles. Donc l'Allemagne fait tout ce qu'elle peut pour essayer de limiter cela, en sachant que ça lui coûtera probablement très cher. Donc ça veut dire que les plus hauts observés, réalisés ces dernières semaines sur les cours du gaz futur, on devrait les atteindre, voire les exploser de nouveau, du coup. Alors c'est pas impossible si on a un hiver très froid. Ouais. C'est pas possible. Et en particulier si on a une vague de froid très tôt dans l'hiver. Le scénario, je dirais, un peu catastrophe pour les marchés gaziers, ça serait une vague de froid qui arriverait fin octobre. Ça c'est déjà produit par le passé. Et là, ça mettrait une pression sur le marché qui serait extrêmement importante. Et potentiellement, on pourrait voir les prix du gaz repartir très fortement à la hausse. Très fortement à la hausse. Du coup, avec ces perspectives-là, quel pourrait être l'impact de cette hausse de cours sur le marché des matières premières agricoles ? Alors les impacts, ils sont multiples. Le premier impact dont j'ai envie de parler, évidemment, c'est celui de la hausse du prix du gaz, qui est absolument terrible et qui a déjà commencé à faire ressentir ses effets, puisque vous savez, aujourd'hui, le gaz est l'ingrédient qui sert de base pour pouvoir fabriquer l'hydrogène. On fait aujourd'hui de l'hydrogène qui est sale par vaporeformage du méthane, et cet hydrogène sert ensuite à fabriquer l'ammoniac qui sert à faire les engrais. Et donc aujourd'hui, on a une très forte baisse de la production d'engrais dans le monde du fait de la hausse des prix du gaz, et cette hausse d'ailleurs commence à sérieusement inquiéter les autorités, et notamment la FAO, le bras de l'ONU qui s'occupe des questions agricoles, et qui évoquait la possibilité de voir une baisse pouvant aller jusqu'à 40% des rendements l'année prochaine, donc avec les conséquences alimentaires qu'on imagine et donc les conséquences sociales qu'on imagine. Oui. Et puis il y a un deuxième impact qui est plus lié au pétrole, lui, qui est lié au fait que aujourd'hui une partie de l'essence que vous achetez incorpore des agrocarburants, et que l'incorporation de ces agrocarburants fait que quand le prix du pétrole augmente, eh bien on a tendance à voir l'intérêt pour les agrocarburants augmenter, et donc à voir le prix des agrocarburants monter, et donc le prix des matières premières qui servent à fabriquer ces agrocarburants, et notamment le maïs,
monter, donc potentiellement un impact qui rejaillirait sur le cours des céréales, en particulier du maïs. Donc en particulier du maïs, donc du coup l'inflation, qu'elle soit en provenance des matières de l'énergie, des matières premières énergétiques ou des matières premières agricoles, du coup il faut s'attendre à ce qu'elle au moins se stabilise ou éventuellement se renforce ces prochaines semaines, ces prochains mois. Merci beaucoup Benjamin Louvet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes gérant spécialiste matières premières chez Ophi Asset Management. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous on va poursuivre notre émission avec la commo du jour. À tout de suite sur Téléfinance.